On est bien là. Ouais, une ambiance raid agile. Voilà. Alors, on attaque finalement le premier chapitre très opérationnel, Scrum, les personnes. Scrum, les personnes, comment les personnes sont organisées pour travailler ensemble. Voilà, donc le principe de l'agilité qu'on a évoqué pour ça, c'est l'auto-organisation. L'auto-organisation d'une équipe, en fait. Voilà, l'auto-organisation d'une équipe voilà, qui s'oppose voilà, à la division du travail tayloriste, voilà, qui consiste à identifier des travaux élémentaires qui sont donnés à des personnes qui n'auront plus qu'à exécuter derrière. Voilà, donc, voilà, pour situer un peu les deux grands axes. Alors, les questions qui se posent par rapport à ce thème de l'organisation, c'est quelle est la façon de travailler, comment les personnes sont ensemble pour faire quelque chose, pour agir et pour faire quelque chose. Il y a évidemment les questions de pouvoir, hein, comment et décider. Qui prend quelle décision, comment les décisions se prennent, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui prend une décision comment elles sont prises, effectivement, et puis ensuite appliquées. Et appliquées, donc il y a quand même besoin de vérifier l'application. Qui vérifie l'application du travail qui est fait. Voilà, donc trois thèmes qu'on peut aborder ici. Voilà, Et donc, qui sont ces rôles? Parce que les gens attendent depuis un moment, à mon avis, qu'on dise qui sont les rôles. Qui sont les personnes dans ces rôles. Donc les rôles, on a évidemment parlé des rôles emblématiques de Product Owner et de Scrum Master. Donc Product Owner, on va y revenir, Scrum évidemment. Master. On va y revenir. Oui. Voilà, Product Owner, Scrum Master. Et on parle d'équipe, évidemment, puisque c'est une notion d'équipe. Et donc, je dirais la force, et peut-être aussi la difficulté de Scrum, c'est qu'il y a très peu de rôles. Il y a très peu de rôles définis dedans, puisque toutes les autres personnes qui travaillent, et d'ailleurs le Product Owner et le Scrum Master font partie de l'équipe aussi, et sont donc des coéquipiers. On parlait de développeurs dans le guide Scrum. Donc développeur, ça rattache à développement, souvent développement logiciel. Bon, l'idée, c'est qu'il n'y a pas que des développeurs au sens classique dans une équipe. Il y en a d'autres qui font de la doc, c'est tous ceux qui contribuent, tous ceux qui fabriquent et qui sont dans l'action, effectivement. Voilà. On va se poser ces questions-là, du genre, moi je suis responsable de la documentation, où est-ce que je vais moi je suis dans cette équipe Scrum, moi je suis architecte, où suis-je dans cette équipe Scrum, moi je suis tech lead, qu'est-ce que je deviens vis-à-vis de cette prise de décision que tu évoquais, où est-ce que je suis dans l'équipe, etc. Donc je résume quand même, Scrum Master, Product Owner, membre de l'équipe. Voilà, ça c'est les personnes dans l'équipe Scrum. Voilà, et on va rentrer dans les détails. Et on est amené à considérer des personnes qui sont à l'extérieur de l'équipe, mais qui sont néanmoins en relation avec l'équipe. Voilà, et c'est ce qu'on appelle en anglais les stakeholders, les parties prenantes. Voilà. Donc ça peut être soit des sponsors, soit des grands chefs, soit des utilisateurs finaux, soit des appuis effectivement extrêmement large. Soit... Et là, ça dépend complètement du contexte. En fait, il y a des organisations où on fait des choses en interne et donc les utilisateurs ils seront dans l'organisation. Il y en a d'autres où on fait des organisations grand public. Et évidemment, il y a plein d'utilisateurs et il faudra des représentants parce qu'on ne peut pas tous les avoir. Donc, on va dire tous ceux qui sont concernés par ce qu'on est en train par le résultat qu'on va par le résultat, par le produit, par le service. Donc tous ceux qui sont concernés, soit parce qu'ils en sont les promoteurs, soit parce qu'ils ont une adhérence avec, etc. Voilà, on pourra caractériser un peu après dans ce qui nous intéresse dans les relations avec l'équipe, en fait. Ok. Voilà, donc dans la façon de travailler, on va avoir ces rôles, effectivement. Donc on va d'abord peut-être revenir à l'équipe qui a certaines caractéristiques, hein, et qui fonctionne, donc, comme on l'a vu, qui fonctionne pour faire des expérimentations, hein, des essais, donc des essais. Elle va essayer des choses. Voilà, donc par rapport à un processus standardisé où on lui dit ce qu'elle va faire, elle va essayer des choses, en fait, voilà, pour revenir sur ce qu'on avait dit avant. Et donc ça fait partie. Donc, ça peut faire peur aux gens, le terme essayer des choses. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement ?
essayer des choses, expérimenter sans attendre, en fait, c'est pour réduire le risque, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. L'équipe, on lui donne, elle a un entrant qui est, on veut avoir tel résultat, et elle décide de le découper, comme on l'a dit, on verra ça, voilà, et elle décide de travailler dessus. C'est ça que tu appelles essayer. Voilà, c'est ça que j'appelle essayer. Mais juste que les gens comprennent bien, dans ce que j'entends dans ton essayer, c'est elle décide par elle-même, elle a des principes, on va en parler, mais elle prend en main le travail elle-même. On verra concrètement comment ça se passe dans le chapitre suivant, qui est les boucles, hein, comment elle découpe et tout. Là, l'idée, c'est d'opposer un processus standardisé, classique, donc, qui est imposé à l'équipe en disant, finalement, l'auto-organisation, c'est la capacité d'une équipe à définir comment elle s'organise pour le travail. D'accord. En fait, hein. Donc, je vais rebondir là-dessus. Tu vois, on me demande souvent la différence entre le lean et agile. Dans le lean, il y a une recherche de la standardisation. Dans l'agile, il y a une recherche de l'adaptation surtout. Et donc, il faut que l'organisation agile soit prête à accepter d'avoir, disons, j'invente, une dizaine d'équipes qui fonctionnent selon les mêmes principes, mais toutes différemment potentiellement. C'est ça qu'il faut saisir. Et il y a une crainte. Il y a une crainte du top management là-dessus, mais quand il connaît, quand il vit la chose positivement, on va dire, il se rend compte que le fait qu'elle réponde aux mêmes principes, ou qu'elle envoie par exemple le même type d'indicateur, si on veut donner un truc un peu concret, je laisse l'équipe tranquille puisque je sais qu'elle répond à ce principe et qu'elle va me donner tel type de résultat. Je vais avoir un regard sur le résultat régulièrement, donc en fait je vais être rassuré. Et si chacune des équipes décide de travailler différemment pour obtenir ce résultat, tout en respectant les principes, c'est OK. On peut aussi rassurer les gens en leur disant que on a rarement 10 équipes qui fonctionnent complètement différemment, il y a beaucoup de points communs, mais elles ont toutes leurs petites particularités, parce que les gens qui la composent sont quand même tous un peu différents. Comme elles communiquent, elles peuvent reprendre des choses, des pratiques et tout. Et d'ailleurs, je pense que le plus grand risque, c'est les outils. Hein. C'est les outils à ce niveau-là, c'est-à-dire, on s'est dit, ah oui, on a du mal à standardiser les processus, chacun sait ce qu'il veut, ah oui, mais quand même, vous utilisez les mêmes outils. Voilà. Faisons un zoom là-dessus. On pourrait avoir une bonne approche agile en demandant aux équipes de donner de la visibilité sur un certain type de résultats, un certain type d'indicateurs. Par contre, libre à elles d'utiliser les outils qu'elles veulent. Après, ça va soulever d'autres problématiques. Une entreprise n'a pas envie d'avoir un catalogue de 50 outils pour faire la même chose. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas une imposition du processus par l'outil. Voilà. Et alors là, on est sur vraiment quelque chose de typique qui vient de l'industrie, qui est la bureaucratie, effectivement. Donc voilà, à la fois les processus lourds et les outillages imposés, ça provoque évidemment de la bureaucratie en interne. Voilà. Et donc, par rapport à la bureaucratie, l'agilité au niveau d'une équipe, elle a fait la promotion des post-it et des tableaux. Hein, dès le début, il y a une vingtaine d'années, le post-it, c'était vraiment l'objet typique de l'agilité à une époque et tout. Alors moins maintenant, puisque le confinement est passé par là avec le télétravail. Voilà. Le management visuel. Mais ça répondait un peu à autre chose, dans le sens où une vision commune, partagée, centrale. Alors que le côté bureaucratique nous perd, tout le monde voit les choses très différemment. Mais OK. Donc on a cette équipe.